Un PDG a passé 20 minutes à rabaisser un père qui élevait seul sa fille. Mais un œil invisible dans la pièce a changé leur destin à jamais. Avant de vous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quelle ville vous la regardez. Votre histoire pourrait inspirer la prochaine. David Martinez serra la main de sa fille alors qu'il passait devant l'imposante tour où il venait d'être humilié. La PDG lui avait crié dessus pendant 20 minutes à propos de son intransigeance en tant que père célibataire, sa voix résonnant sur les murs en marbre tandis que les agents de sécurité souriaient narquoisement. Mais dans un coin de la salle de réunion, une femme âgée vêtue d'un simple cardigan était assise, sans rien dire, observant tout. David ne savait pas qu'elle était la mère de la PDG. Il ne savait pas qu'elle avait bâti cette entreprise à partir de rien tout en élevant seule ses 5 enfants. Il ne savait pas que sa dignité tranquille, refusant de compromettre les besoins de sa fille, venait de changer leur vie à tous les deux pour toujours. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Le café était froid depuis 1 heure. David Martinez était assis dans la salle d'attente stérile du 42e étage, sa fille Sophia endormie contre son épaule. Ses petits doigts serraient encore le livre de coloriage qu'ils avaient apporté pour ce qui devait être un entretien rapide. La réceptionniste, aux angles vifs et au sourire exercé, avait cessé de regarder dans leur direction après les 30 premières minutes. « Monsieur Martinez ». La voix coupa le bourdonnement ambiant du bureau. Une femme vêtue d'un tailleur coûteux se tenait devant les portes vitrées, le visage impassible. « Oui ». David secoua doucement Sophia pour la réveiller. « Allez, Mija ». Sophia cligna des yeux, perplexe. « On rentre à la maison, papa ?»« Pas encore, ma chérie. Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» Elle acquiesça solennellement, rassemblant ses crayons de couleur avec la précision minutieuse d'une enfant de 6 ans qui avait appris à se rendre invisible dans les espaces réservés aux adultes. La femme les guida à travers un dédale de bureaux et de salles de conférence. David remarqua que les conversations s'éteignaient à leur passage, que les regards les suivaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Un père célibataire accompagné de son enfant, ce n'était pas exactement l'image de la fiabilité en entreprise. Mademoiselle Hartwell va vous recevoir maintenant. La salle de réunion s'étendait devant eux comme un hangar d'avion. Les baies vitrées offraient une vue sur la ville qui donna le vertige à David. Il avait grandi dans ces rues, dans des appartements où le chauffage fonctionnait à peine, et où les murs étaient si fins qu'on pouvait entendre chaque dispute, chaque rêve différé. Victoria Hartwell leur tournait le dos. Elle avait le téléphone collé à l'oreille. « Je me fiche que le bureau de Shanghai perde de l'argent. Virez qui doit être viré et régler le problème. » Elle se retourna et mit fin à l'appel d'un geste sec. « Monsieur Martinez ». Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans, avec une sorte d'assurance raffinée qui venait du fait qu'elle n'avait jamais eu à choisir entre payer son loyer et faire ses courses. Son regard se posa sur Sophia, puis revint sur David, et son expression changea. « Je ne savais pas que vous l'amèneriez », dit-elle vaguement. « Ma fille, j'ai expliqué au RH que je devrais peut-être l'amener si la garde d'enfants tombait à l'eau. »« D'accord. » Le sourire de Victoria était très fin. « Asseyez-vous, je vous en prie. » David tira une chaise pour Sophia, qui grimpa dessus et commença immédiatement à ranger ses crayons de couleur par ordre chromatique. Il s'assit à côté d'elle, très conscient du fait qu'il semblait déplacé dans ce temple de verre et d'acier. Dans un coin de la pièce, presque invisible dans l'ombre d'une plante en pot, était assise une femme âgée. Elle portait un simple cardigan gris et des chaussures confortables, ses cheveux argentés tirés en arrière en un chignon soigné. Sa présence était si discrète que David l'aurait presque manqué. « C'est ma mère », dit Victoria en suivant son regard. « Eleanor Hartwell. Elle aime observer. » Eleanor hocha poliment la tête mais ne dit rien. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et David remarqua les callosités sur ses doigts qui contrastaient avec cet environnement raffiné. « Commençons. » Victoria ouvrit un porte-documents en cuir. « Votre CV est impressionnant. 5 ans chez Morrison Tech. Excellentes évaluations de performance. Mais il y a cette interruption. Je m'occupais de ma femme pendant sa maladie. Elle est décédée il y a 18 mois. » Ces mots lui semblaient encore étrangers, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait jamais voulu apprendre. « Toutes mes condoléances. » Le ton de Victoria suggérait une obligation professionnelle plutôt qu'une sympathie sincère. Mais cela nous amène à des considérations pratiques. Ce poste nécessite des déplacements, potentiellement 60% de votre temps sur la route. Je comprends, mais j'aurais besoin d'aménagement. Pourquoi exactement ? La voix de Victoria se fit plus aiguë. « Monsieur Martinez, il s'agit d'un poste de développeur senior. Nous ne gérons pas une crèche. » Sophia leva les yeux de son livre de coloriage, sentant la tension.
David se pencha et lui caressa les cheveux. « Je ne demande pas de traitement spécial. Je demande de la flexibilité dans la mesure du possible. La possibilité de travailler à domicile lorsque les déplacements ne sont pas indispensables. Des vidéoconférences au lieu de réunions en personne lorsque cela est possible. Ce que vous demandez est un travail complètement différent de celui que nous proposons. Ce que je demande, c'est de faire le même travail tout en étant un parent responsable. » Victoria se cala dans son fauteuil et David pouvait voir le calcul dans ses yeux, la mise en balance de ses compétences et de ses inconvénients. « Laissez-moi être clair, dit-elle. Nous avons embauché votre prédécesseur parce qu'il était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de questions, pas de complications. Il n'avait pas besoin de partir tôt pour l'entraînement de football ou de manquer les dîners avec les clients à cause de problèmes de babysitter. Il vous a également quitté pour un concurrent après 18 mois, répondit David calmement. D'après votre offre d'emploi, vous avez eu 3 personnes à ce poste en 2 ans, rétorqua Victoria, les yeux brillants. Suggérez-vous que nos problèmes de rétention sont dus à des attentes irréalistes? Je suggère que les bons développeurs veulent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et que les parents sont souvent les employés les plus dévoués, car nous comprenons la responsabilité. La responsabilité. Victoria se leva brusquement, la voix forte. Laissez-moi vous parler de responsabilité, monsieur Martinez. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je travaille 18 heures par jour. Je n'ai pas pris de vacances depuis 3 ans. Ça, c'est de la responsabilité. Sophia se recroquevilla dans son fauteuil et David sentit sa mâchoire se crisper. « Et j'ai élevé un enfant seul tout en construisant ma carrière », dit-il d'une voix calme malgré la colère qui montait en lui. « Je lui ai tenu les cheveux quand elle vomissait à cause de la grippe, puis j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour respecter un délai. Je lui ai appris à lire tout en déboguant du code. Ça aussi, c'est de la responsabilité. C'est ridicule. » Victoria se retourna et se mit à faire les 100 pas derrière sa chaise. « En gros, vous prenez votre enfant en otage pour obtenir des aménagements spéciaux. Je ne prends personne en otage. Je suis honnête au sujet de ma situation. Votre situation est un handicap. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. David jeta un coup d'œil à Sophia, qui avait complètement arrêté de colorier, et observait les adultes avec de grands yeux perplexes. « Papa » murmura-t-elle. Il lui serra doucement la main. « Tout va bien, Mija, mais tout n'allait pas bien. Rien dans cette situation n'allait bien. Vous savez quoi ? » Victoria était maintenant lancée, sa voix résonnant sur les parois vitrées. « J'en ai assez des candidats qui pensent que le monde leur doit quelque chose. C'est du business, pas de la charité. Si vous ne pouvez pas vous engager à faire le travail tel qu'il est décrit, alors vous devriez peut-être chercher ailleurs. Peut-être que je devrais. » David se leva, lentement et délibérément. Il commença à ranger les crayons de Sophia dans leur boîte, les plaçant avec soin et précision sous le regard de sa fille. « Ça suffit. » La voix de Victoria claqua comme un coup de fouet. « Vous allez simplement partir ? Je vais préserver ma dignité. » « Votre dignité ?» Elle rit, d'un rire si dur que Sophia sursauta. « Votre dignité ne va pas payer votre loyer. Votre dignité ne va pas mettre de la nourriture sur votre table. » Get down here. David s'interrompit, un crayon rouge à mi-chemin de la boîte. Quand il releva les yeux, son regard était calme, mais distant. « Ma dignité est tout ce qui me reste à offrir à ma fille et elle n'est pas à vendre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria le fixait, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'agitation. Dans un coin, Eleanor Hartwell était assise, parfaitement immobile. Mais David perçut quelque chose dans son expression, une lueur de reconnaissance, voire d'approbation. « Tu fais une erreur », dit finalement Victoria. « Peut-être. » David aida Sophia à descendre de sa chaise. « Mais c'est mon erreur à moi. » Il se dirigea vers la porte, la petite main de sa fille est dans la sienne. Ils avaient parcouru la moitié de la pièce lorsque la voix de Victoria les arrêta. « N'attends pas de référence de cette entreprise. » David s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je n'oserais même pas demander. » La porte se referma derrière eux avec un léger clic. Dans l'ascenseur, Sophia pressa son visage contre la jambe de David. « Papa, tu es triste ?» Il baissa les yeux vers elle, cette petite personne parfaite qui lui faisait confiance pour prendre les bonnes décisions, pour la protéger, pour lui montrer comment évoluer dans un monde qui ne faisait pas toujours de place à des gens comme eux. « Non, Mija, » répondit-il, surpris lui-même par la sincérité de sa réponse. « Je ne suis pas triste. » L'ascenseur descendit les étages, les éloignant du verre et de l'acier, pour les ramener au niveau de la rue, où la vraie vie les attendait.
Alors qu'il passait devant la façade étincelante de l'immeuble, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Le sentiment que ses valeurs et ses actions étaient en accord. Le poste aurait été bien rémunéré, avec des avantages sociaux meilleurs que ceux qu'il pouvait trouver ailleurs. Mais certains prix étaient trop élevés à payer. « On peut aller manger une glace ?» demanda Sophia en tirant sur sa main. David consulta son téléphone. Il était 15h30, un mardi après-midi. Il n'avait nulle part où aller de toute urgence, aucun horaire à respecter. Pour une fois, la liberté semblait être une possibilité plutôt qu'une incertitude. Pourquoi pas? Ils trouvèrent une petite boutique à 2 pâtés de maison. Le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et un menu écrit à la craie. Sophia choisit une glace à la fraise avec des pépites multicolores et David prit une vanille classique sans fioriture. Alors qu'ils étaient assis à une table bancale près de la fenêtre, regardant la ville défiler dans toute sa beauté chaotique, David sentit son téléphone vibrer. Un SMS provenait d'un numéro inconnu. « Je suis Eleanor Hartwell. Seriez-vous disponible pour prendre un café demain matin? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » David fixa l'écran, essayant de comprendre le sens des mots. Eleanor Hartwell, la femme discrète assise dans le coin, la mère de Victoria. Comment avait-elle obtenu son numéro? Sophia bavardait à propos de quelque chose, le visage déjà collant de crème glacée. Ignorant complètement que leur journée venait de prendre une autre tournure inattendue, David regarda par la fenêtre la tour d'entreprise qui s'élevait au-dessus d'eux comme un monument à l'ambition, puis se tourna vers le visage heureux de sa fille. Demain apporterait son lot de surprises. Mais pour l'instant, ce moment lui suffisait. Le café qu'Eleanor avait choisi n'avait rien à voir avec l'environnement stérile de l'entreprise où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Niché entre une librairie d'occasion et un pressing, il avait le confort usé d'un lieu qui avait été le témoin d'innombrables conversations au fil des décennies. David arriva avec 10 minutes d'avance, accompagné de Sophia, car Madame Chen, sa baby-sitter habituelle, s'était fait porter malade. Il avait hésité à l'emmener. Le message d'Eleanor était professionnel mais énigmatique, et il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais l'alternative était d'annuler, et quelque chose dans la présence discrète de cette femme plus âgée dans la salle de réunion l'intriguait. Sophia s'installa à une table près de la fenêtre et étala son livre de coloriage avec l'assurance d'une cliente régulière. David lui commanda un chocolat au lait et un muffin, puis attendit. Eleanor arriva pile à l'heure, portant un sac en cuir qui semblait plus vieux que David. Elle avait troqué le cardigan de la veille contre un blazer bleu marine. Mais les mêmes chaussures sobres claquaient sur le linoléum usé alors qu'elle s'approchait de leur table. « Monsieur Martinez, merci d'être venu. » Elle s'assit en face de lui, ses mouvements étant économes et précis. « Et vous devez être Sophia. » Sophia leva les yeux de son dessin représentant une maison avec des fenêtres qui ressemblaient à des yeux et une porte qui semblait sourire. « C'est une belle maison, » dit Eleanor. « Est-ce que quelqu'un de spécial y vit ? » « Moi et papa, » répondit Sophia sans hésiter. « Et peut-être un chien un jour, si nous trouvons le bon. » Eleanor sourit, et David aperçut une chaleur qui avait été soigneusement cachée dans la salle de réunion. « Les chiens sont d'excellents juges de caractère, » dit Eleanor. « Ils ne choisissent jamais la mauvaise famille. » Elle se tourna vers David, son expression redevenant professionnelle. « Je m'excuse pour hier. Ma fille est peut-être intense. Elle protégeait son entreprise. Je comprends cela. Vraiment ?» Eleanor pencha légèrement la tête, car ce que j'avais vu hier n'était pas de la protection, c'était de la peur. David fronça les sourcils. Peur de quoi? D'être perçu comme faible, de faire des concessions qui pourraient être perçues comme de la mollesse. Les doigts d'Eleanor traçaient le bord de sa tasse de café. Victoria croit que la cruauté est synonyme de force. C'est une leçon qu'elle a apprise en me regardant bâtir cette entreprise. Il y avait quelque chose dans sa voix, du regret peut-être, ou la reconnaissance d'une erreur commise il y a longtemps. Vous avez créé Hartwell Industries il y a 43 ans. J'ai commencé dans ma cuisine avec une machine à écrire et $500 empruntés à ma sœur. Le regard d'Eleanor s'est perdu dans le vague. J'avais 5 enfants de moins de 10 ans et un mari qui venait de me quitter. Victoria était l'aînée, elle avait à peine 8 ans, mais elle m'aidait à m'occuper des bébés pendant que je travaillais 18 heures par jour. Sophia leva les yeux de son coloriage, sentant que la conversation entre adultes était importante, même si elle ne pouvait pas en suivre les détails. Victoria se souvient de ces années, Eleanor poursuivit. Elle se souvient de mes pleurs devant les factures, de ces pièces de théâtre manquées, de mon endormissement à la table de la cuisine devant mes feuilles de calcul. Elle a appris que les affaires impliquent des sacrifices, que le succès exige de choisir le travail avant tout le reste. Mais vous avez réussi.
J'ai survécu. La correction d'Eleanor était douce mais ferme. Il y a une différence. David l'observait attentivement. Ce n'était pas la conversation à laquelle il s'attendait lorsqu'il avait accepté de la rencontrer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Eleanor resta silencieuse pendant un long moment, regardant Sophia colorier. La petite fille était passée à dessiner des fleurs autour de la maison, des marguerites et des roses mélangées dans des couleurs impossibles. Parce que hier, dans cette salle de réunion, j'ai vu quelque chose que je pensais avoir oublié. La voix d'Eleanor baissa jusqu'à devenir presque un murmure. J'ai vu un parent qui comprenait que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Elle fouilla dans son sac en cuir et en sortit un dossier en papier craft. Il s'agit d'une proposition commerciale, pas d'un emploi. Proposer un partenariat. David ouvrit le dossier et parcourut les documents qu'il contenait. Des projections financières, des analyses de marché et en haut, un simple plan d'affaires pour une société de conseil en logiciel. Je ne comprends pas. Il y a 3 mois, j'ai commencé à me défaire de mes participations dans Hartwell Industries. J'ai 76 ans, Monsieur Martinez. J'ai créé cette entreprise pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais au fil du temps, elle est devenue autre chose, quelque chose de plus difficile. Elle fit un geste vers le dossier. Je veux réessayer, à plus petite échelle cette fois, de manière plus intelligente, avec quelqu'un qui comprend que les affaires doivent être au service de la vie, et non l'inverse. David sentit son pouce accélérer. Vous voulez que je crée une entreprise avec vous ? Je veux soutenir votre entreprise. Partenaire silencieux, financement initial, accès à mon réseau de contacts. Vous vous occupez de l'aspect technique et des opérations quotidiennes. Où est le piège ? Eleanor sourit. Le piège, c'est que nous faisons des affaires différemment. Des horaires flexibles pour les employés qui ont une famille. Un congé parental qui permet réellement aux parents d'être parents. Le succès ne se mesure pas seulement en termes de marge bénéficiaire, mais aussi en fonction de la possibilité pour les gens de rentrer chez eux le soir et d'être présents pour leurs proches. Sophia avait arrêté de colorier et écoutait maintenant, son instinct de fillette de 6 ans ayant perçu le changement d'énergie chez son père. C'est David secoua la tête. C'est incroyablement généreux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu prendrais un tel risque pour quelqu'un que tu connais à peine. Parce que je sais ce qui est le plus important chez toi. La voix d'Eleanor était calme, assurée. Je sais que tu as refusé l'offre de ma fille hier. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas besoin d'argent, je peux le voir à vos vêtements, à vos chaussures, à la façon dont vous gérez votre budget, même pour ce café, que vous avez besoin de ce travail. Vous avez refusé parce que vous avez refusé de compromettre vos principes. Elle se pencha légèrement en avant. Savez-vous à quel point c'est rare ? En 43 ans de carrière, j'ai vu des gens vendre leur éthique pour beaucoup moins que ce que Victoria offrait. Mais vous avez choisi votre fille plutôt que la sécurité financière. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que la commodité. David jeta un coup d'œil à Sophia, qui était en train de dessiner ce qui semblait être une balançoire dans le jardin à côté de la maison. « J'ai choisi la survie », dit-il doucement. « Si j'avais accepté ce travail, je serais devenu quelqu'un qu'elle ne pourrait plus respecter. Et si elle ne peut plus me respecter, j'ai perdu la seule chose qui compte. »« Exactement !» s'écria Eleanor, les yeux brillants. Ce genre de lucidité est plus rare que n'importe quelle compétence technique. Je peux enseigner la stratégie commerciale, le positionnement sur le marché, les relations avec les clients. Je ne peux pas enseigner le caractère. Le poids de l'offre s'abattit sur David comme une couverture, chaude mais lourde de possibilités et de risques. Et Victoria, c'est toujours son entreprise, du moins en partie. Victoria aura son opinion, mais ce qui est merveilleux quand on a 76 ans, c'est que je ne me soucie plus de savoir si mes enfants approuvent de mes choix. Le sourire d'Eleanor était malicieux. De toute façon, elle finira par se rallier à mon avis. Sophia tira sur la manche de David. « Papa, je peux avoir un autre muffin, s'il te plaît, Miha ?»« Et oui », répondit David en faisant signe à la serveuse. Eleanor observait la scène avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui comprend que les petits moments révèlent tout du caractère d'une personne. « Il y a encore une chose », dit Eleanor lorsque Sophia fut distraite par son deuxième muffin. « J'aimerais que tu réfléchisses au type d'entreprise que tu veux créer. Pas seulement aux services que tu vas offrir, mais aussi à la culture, aux valeurs, à l'héritage que tu veux lui laisser. » Elle fit un signe de tête en direction de Sophia, qui avait des miettes de muffins sur le menton et fredonnait tout en coloriant. « J'ai créé Hartwell Industries pour échapper à la pauvreté. Mais j'ai peur d'avoir créé quelque chose qui enferme les gens dans un autre type de pauvreté. La pauvreté de ne jamais avoir assez de temps pour ce qui compte vraiment. » David regarda à nouveau le plan d'affaires, y voyant non seulement des chiffres et des projections, mais aussi une possibilité, une chance de créer quelque chose qui honore à la fois l'ambition et l'humanité. «
Je dois y réfléchir. Bien sûr, prenez votre temps. Éléanore se leva, rassembla son sac, mais ne prenez pas trop de temps. Les opportunités comme celle-ci n'attendent pas éternellement. Elle s'arrêta au bord de la table, regardant le dessin de Sophia. « C'est une très jolie maison que tu as dessinée. Très accueillante, » dit Sophia, rayonnante. « Tu aimerais venir la visiter un jour ? Nous n'avons pas encore de chien, mais papa fait de très bonnes crêpes. » Éléanore perdit légèrement son sang-froid, et David aperçut un éclair de vulnérabilité sous la façade de la femme d'affaires. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle doucement. Après le départ d'Éléanore, David et Sophia restèrent assis dans un silence confortable. Le café était animé autour d'eux, avec le rythme habituel d'un mardi matin, les étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, les retraités partageant les journaux, les mères jonglant entre leurs enfants en bas âge et leur caféine. « Papa !» Sophia leva les yeux de son dessin. « La gentille dame va nous aider ?» David réfléchit à la réponse à donner. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que parfois, le salut se présente sous la forme d'une coïncidence, que parfois, l'univers offre une seconde chance grâce à la gentillesse d'étrangers. Peut-être Miha, qu'en penses-tu ? Sophia pencha la tête, réfléchissant avec le sérieux que les enfants apportent aux questions importantes. Je pense qu'elle a les yeux tristes comme toi après que maman soit partie au ciel, mais aussi les yeux heureux comme quand tu fais des crêpes le dimanche. De la bouche des enfants, David sentit quelque chose de serré dans sa poitrine commencer à se desserrer. Devrions-nous rentrer à la maison et en parler ? Sophia acquiesça, prudemment, déchirant son dessin du livre de coloriage. On peut donner ça à la gentille dame la prochaine fois qu'on la verra ? Je pense qu'elle adorera ça. Alors qu'ils rentraient chez eux en empruntant les rues familières du quartier, David sentit le poids de la décision s'abattre sur ses épaules. Le choix le plus sûr serait de continuer à chercher un emploi traditionnel, d'accepter tout ce qu'on lui proposerait et d'en tirer le meilleur parti. Mais l'offre d'Éléanore ne concernait pas seulement les affaires, elle concernait aussi les possibilités. La possibilité de construire quelque chose qui correspondait à ses valeurs. La possibilité de montrer à Sophia que le travail et la famille ne devaient pas nécessairement être en conflit permanent. La possibilité de créer le genre d'entreprise qu'il aurait aimé voir exister lorsqu'il était assis dans cette salle d'attente stérile, espérant contre toute attente que quelqu'un le considérerait comme autre chose qu'un handicap. Leur immeuble apparut, sa façade en briques rouges réchauffée par le soleil matinal. Alors qu'ils montaient les 3 étages menant à leur appartement, Sophia bavardant à propos de chiens, de crêpes et de gentilles dames aux yeux tristes et joyeux, David réalisa que pour la première fois en 18 mois, il envisageait l'avenir avec optimisme plutôt que de simplement survivre. Le business plan attendait dans son sac à bandoulière, rempli de chiffres, de projections et de possibilités. Mais il savait que la véritable décision avait déjà été prise au moment où il avait quitté la salle de réunion avec sa dignité intacte. L'appartement semblait plus petit lorsque les décisions prenaient de l'importance. David s'assit à la table de la cuisine après que Sophia se fut couchée. Le plan d'affaires s'étalait devant lui comme une carte d'un pays inconnu. Les chiffres étaient généreux, plus généreux qu'il n'avait le droit de l'espérer. Mais les chiffres étaient la partie facile. Le plus difficile était la confiance. Son ordinateur portable ronronnait doucement à côté des papiers, le curseur clignotant dans un brouillon d'email vide. Il avait commencé 3 réponses différentes à Éléanore, puis les avait toutes supprimées. Comment remercier quelqu'un qui voit du potentiel dans vos échecs ? Comment accepter un cadeau qui semble trop lourd à porter ? L'appartement était calme, à l'exception des bruits familiers de la télévision de Madame Rodriguez à travers les murs fins et du bourdonnement lointain de la circulation. Cet endroit avait été leur refuge après la mort de Maria. Assez petit pour être abordable, avec un seul revenu, assez proche de l'école de Sophia pour qu'elle puisse s'y rendre à pied si nécessaire. C'était temporaire, se disait-il. Un tremplin vers quelque chose de mieux, mais ce qui devait être temporaire s'était prolongé pendant 18 mois. Et ce tremplin commençait à ressembler à un terrain permanent. Son téléphone vibra. Un SMS de son frère, Carlos. Comment s'est passé l'entretien hier ? Toujours pas de réponse. David fixa le message. Carlos avait de bonnes intentions, mais il lui semblait impossible d'expliquer ce qui s'était passé la veille. Comment décrire le sentiment de voir sa fierté mise à mal dans une salle de réunion ? Comment expliquer qu'il avait renoncé à la sécurité parce qu'elle s'accompagnait d'humiliation ? Il répondit « Il y a eu un imprévu. Je t'appelle demain. » Une autre vibration, cette fois de sa mère. « Mojo, je prépare des tamales Sunday. Amène Sophia et réfléchis à revenir à Phoenix. Les écoles ici sont bonnes et tu sais que ton père aurait besoin d'aide pour son entreprise. » La voie de sortie que sa famille lui proposait depuis des mois.
revenir chez lui, travailler pour la petite entreprise de construction de son père, laisser ses parents l'aider à élever Sofia en toute sécurité, tout ce qui était prévisible, contrairement à l'opportunité d'hier. David ferma son téléphone et se dirigea vers la porte de la chambre de Sofia, l'entr'ouvrant juste assez pour voir sa silhouette endormie. Elle avait disposé ses peluches en cercle autour de son oreiller, son rituel nocturne depuis la mort de Maria, une barrière protectrice contre l'obscurité. Sur sa table de chevet se trouvait le dessin qu'elle avait fait au café, soigneusement placé à un endroit où elle pourrait le voir dès le réveil. La maison avec des yeux à la place des fenêtres et une porte qui souriait, simple et pleine d'espoir, à l'image de son artiste. Il repensa à la question d'Elanor. Quel héritage voulais-tu lui laisser? La réponse s'était formée tout au long de la journée, façonnée par de petits moments et de grandes prises de conscience. Il voulait laisser à Sofia un monde où les parents n'auraient pas à choisir entre être de bons employés et de bonnes personnes, où la flexibilité ne serait pas considérée comme une faiblesse, mais comme une force, où la dignité ne serait pas un luxe réservé à ceux qui pouvaient se le permettre, mais où vouloir et réaliser seraient deux choses complètement différentes. David retourna à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Cette fois, les mots lui vinrent. « Chère Éléanore, merci pour votre offre généreuse et pour avoir vu en moi quelque chose que j'apprends encore à voir en moi-même. Votre proposition représente tout ce que j'espérais trouver lors de l'entretien d'hier, et plus que je n'osais imaginer possible. J'accepte. J'ai toutefois quelques conditions, mais j'espère que vous les considérerez comme des précisions plutôt que comme des exigences. Je veux créer une entreprise qui prouve que les affaires peuvent être à la fois rentables et humaines. Je veux des horaires flexibles, non seulement pour les parents, mais pour tous ceux qui doivent s'occuper de membres de leur famille. Je veux que le succès se mesure à la satisfaction des clients et à la fidélisation des employés, et pas seulement aux bénéfices trimestriels. Plus important encore, je veux créer quelque chose dont ma fille pourra être fière lorsqu'elle sera en âge de comprendre ce que nous avons construit. Si cela correspond à votre vision, j'aimerais discuter des prochaines étapes. Si ce n'est pas le cas, je comprends et je vous suis reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de rêver plus grand que je ne l'ai fait depuis des mois. Respectueusement, David Martinez, PS. Sofia m'a demandé de vous dire que notre porte est toujours ouverte pour des crêpes et des visites avec le chien quand vous serez prêt. Il appuya sur « Envoyer » avant que le doute ne s'installe. La réponse fut plus rapide qu'il ne l'avait prévu. « David, vos conditions ne sont pas des conditions. C'est précisément pour cela que je vous ai choisi. Pouvez-vous me retrouver au bureau demain à 9h? Pas au bureau de Victoria, au mien. Je garde encore un petit espace au 7e étage, principalement pour des raisons sentimentales. Nous avons du travail à faire. Et dites à Sofia que j'apporterai du café pour les adultes et du chocolat chaud pour l'architecte de cette belle maison. Éléanor PS. Je connais peut-être quelqu'un qui a un chien et qui cherche la bonne famille. David lut le message 2 fois, puis ferma son ordinateur portable et alla se servir un petit verre du whisky qu'il gardait pour les bonnes et les mauvaises occasions. Ce soir-là, c'était les deux, à la fois. Le lendemain matin, la pluie d'octobre était au rendez-vous, tout comme les bavardages enthousiastes de Sofia au sujet de la gentille dame avec le chien, peut-être. David lui avait expliqué tout ce qu'une enfant de 6 ans avait besoin de savoir. Eleanor lui avait proposé de créer sa propre entreprise et ils allaient en discuter aujourd'hui. « Est-ce qu'on va être riche ?» avait demandé Sofia au petit déjeuner. « On s'en sortira bien », avait répondu David, ce qui était la réponse la plus honnête qu'il pouvait lui donner. Le bureau d'Éléanor occupait le coin sud-est du 7e étage, avec des fenêtres qui donnaient sur la ville plutôt que sur les toits. L'espace semblait habité plutôt que conçu. Des étagères remplies de vrais livres, des photos de famille mélangées à des récompenses professionnelles, une cafetière qui avait vu des décennies d'utilisation. Éléanor était assise derrière un bureau qui avait clairement été conçu pour être fonctionnel plutôt qu'intimidant, lisant quelque chose sur son ordinateur portable avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait la moitié de son âge. David, Sofia, bienvenue là où tout a commencé. L'attention de Sofia fut immédiatement attirée par un bol en verre rempli de bonbons à la menthe posé sur la table d'appoint. Éléanor le remarqua et sourit. « Servez-vous. Ils sont là pour ceux qui ont besoin d'une petite douceur pendant que nous parlons de choses sérieuses. » Pendant que Sofia choisissait soigneusement un bonbon, Éléanor servit du café aux adultes et du chocolat chaud à l'enfant, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui avait organisé d'innombrables réunions dans cet espace. « J'ai réfléchi à votre email », dit Éléanor en s'installant dans son fauteuil, en particulier à la question de mesurer le succès en termes de fidélisation plutôt qu'en termes de profit.
Savez-vous quel était notre taux de rotation du personnel l'année dernière? David secoua la tête. 47%. Victoria considère cela comme une sélection naturelle, les faibles partant pour que les forts puissent prospérer. Je considère cela comme une hémorragie de connaissances institutionnelles et de potentiel humain. Elle sortit une tablette et fit défiler une présentation. J'ai passé les 3 derniers mois à analyser nos projets les plus réussis. Voulez-vous deviner ce qu'ils avaient en commun? Un bon leadership, des équipes stables, des projets dirigés par des personnes qui travaillaient avec nous depuis des années, en collaboration avec des collègues en qui elles ont confiance, au service de clients qui nous considèrent comme des partenaires plutôt que comme des fournisseurs. Le doigt d'Eleanor suivit un graphique à l'écran. La corrélation entre la satisfaction des employés et les résultats des clients est indéniable. Mais Victoria considère les efforts de fidélisation comme une forme de complaisance. Sophia avait fini son chocolat chaud et explorait le bureau avec la curiosité prudente d'une enfant bien élevée. Elle s'arrêta devant un mur de photos et les examina avec une intense concentration. Eleanor, la voix de Sophia était faible mais claire. « C'est ta famille ?» Eleanor la rejoignit devant le mur de photos. « Certains d'entre eux. C'est Victoria quand elle avait à peu près ton âge. Et ceux-là sont ses frères et sœurs. » Sophia désigna une photo d'Eleanor beaucoup plus jeune, entourée de 5 enfants dans ce qui semblait être une cuisine. « Tu as l'air fatiguée. » Le rire d'Eleanor était doux et triste. « J'étais fatiguée, très fatiguée, mais heureuse aussi. » Eleanor examina la photo avec un regard neuf. « Oui, heureuse aussi. » David observait cet échange avec une compréhension grandissante. Eleanor ne lui offrait pas seulement une opportunité commerciale. Elle essayait de réécrire l'histoire pour créer l'entreprise qu'elle aurait aimé voir exister lorsqu'elle était mère célibataire jonglant entre 5 enfants et des journées de travail de 18 heures. « Le calendrier de développement », dit David, revenant aux affaires. « À quelle vitesse voulez-vous vous lancer? Cela dépend de la rapidité avec laquelle nous trouverons les bonnes personnes. Je préfère commencer modestement avec une équipe qui partage nos valeurs plutôt que de me précipiter sur le marché avec n'importe qui. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter des aspects pratiques, locaux, prospection initiale de clients, critères de recrutement. Sophia colorait à une petite table qu'Eleanor avait installée pour elle, faisant parfois des remarques étonnamment perspicaces. « Papa, dit-elle pendant une discussion sur les politiques de travail à domicile, si les gens peuvent travailler à la maison, ils peuvent parfois préparer le déjeuner pour leurs enfants. » « Exactement, a répondu Eleanor. Qu'est-ce qui pourrait inciter les gens à vouloir travailler pour nous? Sophia a réfléchi à cette question avec le sérieux qu'elle accordait à toutes les questions importantes. De belles salles de bain et peut-être des plantes. Les plantes améliorent tout. Eleanor a pris note sur sa tablette. De belles salles de bain et des plantes. Je pense que nous pouvons y arriver. À la fin de la réunion, Eleanor les a accompagnés jusqu'à l'ascenseur. David, je tiens à vous dire que cela ne sera pas facile. Nous remettons en question une culture d'entreprise qui s'est construite au fil des décennies. Certains verront nos politiques comme une faiblesse, notre flexibilité comme un manque de professionnalisme. Je comprends. Et vous? Parce que ma fille fera probablement partie de ces personnes. Victoria et moi ne sommes pas toujours d'accord sur la philosophie d'entreprise. L'ascenseur arriva et ils y entrèrent. Alors que les portes se refermaient, Sophia leva les yeux vers Eleanor avec la franchise que seuls les enfants peuvent avoir. « Mon papa dit que faire ce qui est juste est parfois difficile, mais que c'est ce qui rend la chose juste. » Le regard d'Eleanor s'adoucit. « Votre papa est un homme très sage. » L'ascenseur descendit les étages, les emmenant loin du monde des réunions et des présentations vers le niveau de la rue où la vraie vie les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall, Eleanor toucha le bras de David. « J'ai encore une chose pour toi. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit paquet emballé pour Sophia. Sophia le déballait avec précaution, révélant un petit cadre contenant le dessin qu'elle avait fait au café, la maison avec des yeux pour fenêtre et un sourire pour porte. « Je l'ai fait encadrer, » expliqua Eleanor, « parce que je pense que chaque architecte devrait exposer correctement son premier dessin. » Sophia serra le cadre contre sa poitrine, le visage rayonnant de fierté d'être prise au sérieux par un adulte. Alors qu'ils marchaient vers la station de métro, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis avant le diagnostic de Maria. La sensation d'avancer vers quelque chose plutôt que de s'en éloigner. Le sentiment de construire plutôt que de simplement survivre. Papa Sophia lui tira la main. « J'aime bien Eleanor. Elle écoute comme toi. » David serra ses petits doigts. « Comment est-ce que j'écoute ? » Comme si ce que je disais avait de l'importance. À 3 pâtés de maison de leur appartement, le téléphone de David sonna. Le nom de Victoria Hartwell apparut à l'écran. Il hésita,
puis répondit « Monsieur Martinez ». La voix de Victoria était sèche, professionnelle. « Je crois savoir que vous avez rencontré ma mère. » « Oui. Je tiens à vous dire que je pense que ce partenariat est une erreur. Non pas à cause de vos qualifications, celles-ci parlent d'elles-mêmes, mais parce que les affaires et les sentiments ne font pas bon ménage. » David s'arrêta de marcher, laissant Sophia courir devant lui pour aller voir un chien attaché devant un café. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Hartwell, je pense que ce sont justement les affaires sans sentiment qui nous ont mis dans cette situation. » Quelle situation ? Celle où les personnes talentueuses quittent les bonnes entreprises parce qu'elles ne trouvent pas le moyen d'être à la fois performantes et humaines. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Vous avez refusé mon offre », dit finalement Victoria. « Oui ? Pourquoi ?» David regarda Sophia caresser le chien amical. Tous deux se réjouissaient de cette simple interaction. Parce que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Et toute entreprise qui ne comprend pas cela n'est pas une entreprise pour laquelle je souhaite travailler. Une autre pause. « Ma mère pense que vous allez changer le monde. Votre mère est généreuse avec elle. » Optimisme. « Ma mère, dit lentement Victoria, se trompe rarement sur les gens. » L'appel se termina sans au revoir, laissant David fixer son téléphone et se demander s'il venait de gagner une alliée ou de se faire une ennemie. Sophia revint vers lui en sautillant. Elle avait plein de nouvelles à lui raconter sur le nom et le tempérament du chien, et sur le fait qu'il serait probablement un bon ajout à leur foyer. « Pas encore, Mija, » dit David en lui prenant la main, « mais peut-être bientôt. » Ce soir-là, alors que Sophia disposait ses peluches en cercle protecteur et que David l'abordait dans son lit, elle le regarda avec l'expression solennelle qu'elle arborait lorsqu'elle posait des questions importantes. « Papa, quand nous aurons notre nouvelle entreprise, aurons-nous encore le temps de manger des crêpes ?» David lui caressa les cheveux, émerveillé de voir comment elle avait distillé sa plus grande crainte en une question aussi simple. « Surtout le temps de manger des crêpes, promit-il. C'est justement le but. » Sophia sourit et ferma les yeux. Elle rêvait déjà de maisons avec des portes souriantes, des chiens et des crêpes le dimanche matin. David resta longtemps debout à la porte de sa chambre, la regardant dormir et pensant au saut dans l'inconnu qui l'attendait. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles incertitudes, de nouvelles opportunités de réussir ou d'échouer. Mais ce soir-là, dans le calme de leur petit appartement, avec sa fille en sécurité dans son lit et les possibilités qui s'offraient à eux comme une route inexplorée, David Martinez ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis trop longtemps. Il se sentait prêt. 6 semaines plus tard, David se tenait dans le bureau vide de Morrison Street, regardant Sophia tracer des motifs dans les grains de poussière qui dansaient dans la lumière de l'après-midi. L'espace sentait la peinture fraîche et les possibilités, 186 mètres d'acre qui allaient accueillir quelque chose d'inédit. « Il faut des plantes », annonça Sophia, reprenant le conseil qu'elle avait donné plus tôt à Eleanor. « Et peut-être un coin lecture. Un coin lecture dans un bureau pour quand les gens ont besoin de réfléchir au calme. Maman disait toujours que pour réfléchir, il fallait le bon type de calme. » David ressentit la douleur familière qui accompagnait les mentions occasionnelles de Maria par Sophia. Mais elle était plus douce maintenant, teintée de gratitude plutôt que de simple perte. Maria aurait adoré cela. L'audace de recommencer à zéro, l'espoir enveloppé d'incertitude. Eleanor sortit de ce qui allait devenir la salle de conférence, une tablette à la main et une expression satisfaite sur le visage. L'entrepreneur dit que tout sera terminé pour le 15. Cela nous laisse 2 semaines pour embaucher nos premiers employés avant le début du projet Morrison. Leur premier client était venu par le réseau d'Eleanor, une entreprise manufacturière de taille moyenne qui cherchait à réorganiser son système de gestion des stocks. Ce n'était pas très glamour, mais c'était suffisamment important pour prouver que leur modèle pouvait fonctionner. Des nouvelles des candidats que nous avons interviewés hier. Sarah Chen a accepté. Elle commence lundi. Eleanor sourit. Apparemment, notre politique de congé parental l'a convaincue de quitter son emploi actuel. Elle essaie d'adopter depuis 3 ans. David acquiesça, éprouvant une satisfaction tranquille. Sarah était une brillante architecte système avec 15 ans d'expérience, qui avait été écartée des promotions parce qu'elle avait ouvertement exprimé son désir de fonder une famille. La perte de son ancien employeur serait leur gain. Marcus, quant à lui, n'avait pas encore pris sa décision. Je pense qu'il attend de voir si c'est réel ou juste une expérience élaborée. Marcus Rodriguez était un chef de projet qui avait été licencié lorsque sa dernière entreprise avait décidé que les ressources humaines étaient mieux gérées par des algorithmes. Il était au chômage depuis 8 mois
et devenait de plus en plus cynique à l'égard des promesses des entreprises en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sofia s'était aventurée dans ce qui allait devenir la zone de travail principale, ses pas résonnant dans l'espace vide. Elle se tenait au centre de la pièce, les bras tendus, tournant lentement sur elle-même. « Que fais-tu, Mija ?»« Je vérifie le niveau de bonheur. » Eleanor avait l'air perplexe. « Le niveau de bonheur, c'est maman qui m'a appris. Tu te tiens au milieu d'un endroit et tu tournes en écartant les bras. Si tu as l'impression de voler, c'est un endroit heureux. Si tu as l'impression de tomber, ce n'est pas le cas. » Sofia a arrêté de tourner et a examiné les résultats avec le sérieux d'une consultante professionnelle. C'est définitivement un endroit où l'on vole. Les yeux d'Eleanor se sont légèrement embués. Je pense que ta maman était très sage. L'après-midi s'écoula dans les détails pratiques, les délais de livraison des meubles. Il s'agissait de prendre les petites décisions qui façonneraient leur réalité quotidienne. David était reconnaissant à Eleanor de son expérience dans les démarches administratives liées au lancement d'une entreprise, tout en appréciant sa volonté de s'en remettre à sa vision de la culture d'entreprise. Il discutait du manuel de l'employé lorsque le téléphone de David sonna. Le nom de Victoria apparut sur l'écran pour la 3e fois cette semaine-là. Je devrais répondre. Il se dirigea vers la réception vide, laissant Eleanor et Sofia débattre des mérites des bureaux debout par rapport au poste de travail traditionnel. « Mademoiselle Hartwell, nous devons parler. » La voix de Victoria avait un ton qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Pouvez-vous me rejoindre ce soir ? À 19h au Méridien. » Le Méridien était le genre de restaurant où les accords commerciaux se concluaient autour d'une partie de poker à 100 $ et de jeux de pouvoir soigneusement orchestrés. Ce n'était pas le terrain habituel de David. « Y a-t-il un problème ? Peut-être. Venez seul. » La ligne fut coupée, laissant David fixer son téléphone et se demander si leur fragile début allait être soumis à sa première véritable épreuve. Ce soir-là, David s'assit en face de Victoria dans une alcôve conçue pour préserver l'intimité et intimider. Le restaurant bourdonnait des conversations discrètes de personnes qui prenaient des décisions affectant la vie d'autres personnes. Victoria avait déjà commandé du vin, un vin coûteux qu'elle buvait comme un médicament. « Vous vous demandez pourquoi j'ai appelé ?» dit-elle sans préambule. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Victoria se pencha en arrière, l'observant avec l'expression calculatrice dont il se souvenait depuis leur première rencontre. Mais quelque chose avait changé. Elle était moins hostile, plus incertaine. « J'ai observé ce que vous et ma mère êtes en train de construire. Les décisions d'embauche, les politiques, toute la philosophie. Et je pense que vous faites une erreur. » David s'attendait à cette conversation depuis des semaines. Quel genre d'erreur ? Vous partez du principe que bien traiter ses employés se traduit automatiquement par une réussite commerciale. Mais la gentillesse ne paie pas les factures, monsieur Martinez. La flexibilité ne permet pas de respecter les délais. Les bonnes intentions ne satisfont pas les clients qui attendent des résultats. Le serveur arriva avec leur plat. Victoria n'avait presque pas touché à son saumon. Les pattes de David refroidissaient pendant qu'ils discutaient. « Je peux vous poser une question ?» David posa sa fourchette. « À quand remonte la dernière fois où vous êtes rentré chez vous avant 20h ? Cela n'a aucune importance. À quand remonte la dernière fois où vous avez dîné avec des amis, lu un livre qui n'avait rien à voir avec le travail, pris des vacances sans consulter vos emails ?» Victoria serra les mâchoires. Le succès exige des sacrifices. Selon quelle définition du succès ? La question planait entre eux comme un défi. Victoria prit une autre gorgée de vin, ses mouvements contrôlés mais quelque peu fragiles. « Vous savez ce que je pense ?» David poursuivit, d'une voix douce malgré la tension. « Je pense que tu as peur que nous ayons raison. Parce que si nous prouvons que les affaires peuvent être à la fois rentables et humaines, cela signifie que tu as sacrifié une partie de toi-même pour rien. Tu ne sais rien de mes sacrifices. Tu as raison, je ne sais rien, mais je sais ce que j'ai sacrifié. » David sortit son téléphone et lui montra une photo de Sofia endormie sur son bureau la nuit précédente. Son livre de coloriage lui servait d'oreiller pendant qu'il travaillait tard sur les spécifications du projet. « J'aurais pu la mettre au lit et travailler jusqu'à minuit. J'aurais pu organiser une garde de nuit et maintenir une séparation parfaite entre le travail et la famille. Mais alors, j'aurais manqué le moment où elle m'a raconté son rêve dans lequel elle et sa mère plantaient un jardin ensemble. » Victoria fixa la photo, son expression changeant légèrement. « Certains moments sont plus importants que les marges bénéficiaires, » dit David doucement. « Et ce qui est merveilleux dans la création de notre propre entreprise, c'est que nous pouvons décider quels sont ces moments. » Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Le bruit ambiant du restaurant remplissait l'espace entre eux. Lorsque Victoria reprit la parole,
Sa voix était plus faible, plus incertaine. Je n'ai pas pris un vrai jour de congé depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que, dit-elle en marquant une pause, cherchant ses mots. Parce que j'ai appris que dès que l'on montre une faiblesse, quelqu'un en profite. Dès que tu accordes la priorité à autre chose qu'au travail, tu perds du terrain. Tu ne peux jamais rattraper ton retard. Qui t'a appris ça? Le sourire de Victoria était amer. L'expérience de la vie. Voir ma mère se tuer à la tâche pour nous nourrir et nous loger. Et maintenant, je me tue à la tâche pour maintenir la rentabilité d'une entreprise qui pourrait probablement fonctionner toute seule. David observa son visage, voyant au-delà de son apparence soignée quelque chose de brut et de fatigué. Tu pourrais essayer quelque chose de différent. Comme quoi? Comme croire que les gens autour de toi veulent autant que toi que l'entreprise réussisse. Comme croire que prendre soin de toi n'est pas égoïste. C'est durable. Victoria rit. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. C'est facile à dire pour quelqu'un qui n'a jamais eu à licencier une centaine de personnes à cause d'un mauvais trimestre. Tu as raison, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai dû expliquer à ma fille de 6 ans pourquoi maman ne rentrait pas de l'hôpital. J'ai dû choisir entre payer ses médicaments et payer l'électricité. J'ai appris que certaines forces viennent du fait d'admettre ce que l'on ne peut pas contrôler. Cette confession sembla surprendre les 2 personnes. David parlait rarement des aspects les plus difficiles de la maladie de Maria, des choix impossibles qui avaient façonné sa compréhension de ce qui comptait vraiment. « Comment faites-vous » demanda Victoria à voix basse. « Comment restez-vous optimiste alors que tout est incertain ?» David pensa à Sophia qui tournait dans le bureau vide, vérifiant le niveau de bonheur de leur avenir. « Je ne reste pas optimiste, je reste présent. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, sur la façon dont je traite les gens, sur la façon dont je me comporte avec ma fille, sur le fait de pouvoir me regarder dans le miroir à la fin de la journée et d'être fier des choix que j'ai faits. » Victoria finit son verre de vin et fit signe au serveur pour demander l'addition. « Je suis venu ici ce soir pour vous avertir que les partenariats commerciaux avec la famille sont compliqués, que ma mère a l'habitude de prendre des décisions émotionnelles qui ne servent pas toujours les intérêts de l'entreprise. Et maintenant, je me demande si les intérêts de l'entreprise ne sont pas la seule chose qui compte. » Ils sortirent dans la soirée d'octobre, les lumières de la ville se reflétant sur le trottoir mouillé par la pluie tombée plus tôt. La ville de Victoria attendait au bord du trottoir, mais elle ne fit aucun geste pour la rejoindre. « Je peux te poser une question ?» dit-elle. « Ce jour-là, dans la salle de réunion, quand j'ai élevé la voix, à quoi pensais-tu » David réfléchit à la question, se souvenant de la colère et de l'humiliation de cet après-midi-là, mais aussi de la clarté qui en avait émergé. « Je pensais que ma fille m'observait, qu'elle apprenait à quoi cela ressemblait quand quelqu'un essayait de vous faire choisir entre votre dignité et votre sécurité, et je voulais qu'elle voie que certaines choses ne s'achètent pas. » Victoria acquiesça lentement. « J'avais 8 ans quand j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois à cause d'un client qui refusait de payer une facture. Elle avait tout mis dans ce projet, et perdre cet argent signifiait que nous risquions de perdre notre appartement. Qu'as-tu appris de cela? Que faire confiance aux gens était dangereux, que montrer sa vulnérabilité était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. » La voix de Victoria était à peine audible au milieu du bruit de la ville. Mais voir ma mère bâtir cette entreprise m'a aussi appris que parfois, le plus dangereux est de ne pas faire confiance aux gens. La portière de la voiture s'ouvrit et le chauffeur de Victoria sortit, attendant respectueusement. « Ta mère voit quelque chose dans notre partenariat, » dit David. « Cela vaut peut-être la peine de découvrir ce que c'est. » Victoria s'est arrêtée, la main sur la portière de la voiture. « Le projet Morrison commence dans 2 semaines. Si vous réussissez, si vous prouvez que votre modèle peut supporter une pression réelle et des délais réels, j'envisagerai d'ajuster le fonctionnement de Hartwell Industries. Et si nous échouons, alors j'aurais eu raison de dire que les sentiments et les affaires ne font pas bon ménage. » Elle s'est glissée dans la voiture, puis a baissé la vitre. « Pour ce que ça vaut, j'espère me tromper. » La voiture démarra, laissant David sur le trottoir, avec un mélange de possibilités et de risques dans l'air vif. Il sortit son téléphone et appela Madame Chen, sa babysitter, pour prendre des nouvelles de Sophia. « Elle va bien, Mija. Elle fait un puzzle et demande quand tu rentreras. Dis-lui dans 10 minutes. Et Madame Chen, merci pourquoi? De me permettre d'avoir des réunions comme celle-ci sans m'inquiéter pour elle. » Le trajet en métro jusqu'à la maison donna à David le temps de réfléchir à la conversation de la soirée. Le défi lancé par Victoria lui semblait moins une menace qu'une opportunité, une chance de prouver que leurs principes pouvaient résister à la pression des exigences réelles du monde des affaires. Il trouva Sophia à la table de la cuisine, entourée de pièces de puzzle représentant une famille d'ours en train de pique-niquer. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, le visage illuminé.
Papa, je t'ai gardé les pièces du ciel. Ce sont les plus difficiles, mais tu es doué pour les choses difficiles. David s'assit à côté d'elle, étudiant les pièces bleues éparpillées qui finiraient par former les nuages et l'atmosphère. Comment s'est passée ta journée, Mija? Bien. Madame Chen m'a appris à faire des empanadas et je lui ai parlé de notre nouveau bureau avec les plantes que nous allons acheter. À ton avis, de quel type de plantes avons-nous besoin? Sophia réfléchit à la question avec son sérieux habituel. Des plantes vertes et peut-être quelques fleurs, pour que les gens se souviennent que de belles choses peuvent pousser partout. David trouva un morceau de ciel dans un coin et le mit en place. C'est très sage. Maman disait que les jardins ont besoin à la fois de soleil et de pluie pour pousser. Que penses-tu que cela signifie? Que les bonnes choses viennent de tous les types de temps. Alors qu'ils travaillaient ensemble sur le puzzle, David sentit que le chemin qu'ils avaient choisi était le bon, comme un manteau confortable qui l'enveloppait. Le projet Morrison serait difficile, la pression intense, mais ils y feraient face avec intégrité, entourés de personnes qui comprenaient que le succès ne se résumait pas au profit. Les morceaux du ciel s'assemblaient lentement sous leurs mains patientes, créant quelque chose de complet et de beau à partir de fragments qui semblaient impossibles à relier. Dehors, derrière la fenêtre de leur appartement, la ville bourdonnait de ses rythmes incessants d'ambition et d'espoir, de lutte et de triomphe. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, Eleanor travaillait probablement tard sur les spécifications du projet. Ailleurs, Victoria remettait peut-être en question tout ce qu'elle pensait savoir sur les affaires et le succès. Et ici, dans cette petite cuisine où l'on avait préparé des empanadas et résolu des puzzles, où un père et sa fille avaient passé une autre soirée à construire leur compréhension du monde, David Martinez ressentait la satisfaction tranquille de savoir que demain les rapprocherait de l'entreprise qu'ils étaient destinés à créer, un endroit où les morceaux du ciel et les morceaux de la terre pourraient coexister dans le même magnifique tableau. Le projet Morrison a déraillé un mardi. David était assis dans la salle de réunion d'urgence de Morrison Manufacturing, regardant le directeur informatique de leur client faire les 100 pas comme un animal en cage. Le système d'inventaire qu'ils avaient mis 8 semaines à construire s'était effondré pendant le changement d'équipe du matin, emportant avec lui la moitié du programme de production de l'usine. 47 000 $ de perte de productivité, disait Jim Morrison, la voix tendue par une colère contenue. 47 000. En une matinée, Sarah Chen tapait furieusement sur son ordinateur portable, effectuant des diagnostics, tandis que Marcus coordonnait les efforts avec les superviseurs de l'usine. David s'efforçait de rester calme afin de projeter la confiance dont leur petite équipe avait besoin, tandis que son esprit cherchait frénétiquement des solutions possibles. Le système central est stable, rapporta Sarah sans lever les yeux. Le crash s'est produit dans la couche d'intégration, quelque chose dans l'interface héritée. Combien de temps pour le réparer? Demanda Morrison. Nous devons d'abord identifier le conflit spécifique, répondit David. Donnez-nous 2 heures pour effectuer un diagnostic complet. 2 heures? Le visage de Morrison se crispa. Nous perdons de l'argent à chaque minute où ce système est hors service. Je comprends la pression, monsieur Morrison. Mais si nous nous précipitons pour appliquer un correctif maintenant, nous risquons d'aggraver le problème. Morrison cessa d'arpenter la pièce et fixa David du regard. Un regard qui avait probablement intimidé les fournisseurs et les employés pendant des décennies. Vous savez quoi, Martinez? C'est exactement pour cela que je ne travaille pas avec les petites entreprises. Quand la pression devient réelle, vous craquez. Ces mots le touchèrent plus durement qu'ils n'auraient dû, faisant écho aux avertissements de Victoria sur le fait que les sentiments et les affaires ne font pas bon ménage. David ressentit le poids familier des attentes des autres, la conscience écrasante que la réputation de son équipe et la confiance qu'Eleanor lui accordait étaient en jeu. « Nous ne cédons pas », dit David calmement. « Nous sommes minutieux. C'est la même chose pour moi. » Sarah leva les yeux de son ordinateur portable et croisa le regard de David. Il vit son propre anxiété se refléter dans ses yeux, mêlée à de la détermination. Elle avait quitté un emploi sûr pour saisir cette opportunité, convaincue que leurs promesses concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée avaient un sens. À présent, ces promesses étaient mises à l'épreuve face à la dure réalité des attentes des clients. Marcus David dit « Pouvez-vous vous coordonner avec les superviseurs de l'usine pour mettre en place un suivi manuel pendant les 2 prochaines heures? Sarah et moi allons nous concentrer sur la réparation. » Pendant les 90 minutes qui suivirent, David et Sarah travaillèrent avec l'intensité concentrée de chirurgiens opérant un patient dans un état critique. Ils suivirent les chemins du code,
analysèrent les journaux d'erreurs et reconstituèrent lentement la cascade de défaillances qui avait provoqué la panne du système. Le problème s'est avéré d'une simplicité élégante. Un conflit de format de date entre le système hérité de Morrison, vieux de 30 ans, et leur nouveau système de suivi des stocks. Le genre de problème qui était invisible jusqu'à ce que des conditions spécifiques s'alignent, puis catastrophiques lorsqu'elles se sont produites. « Je l'ai !» a annoncé Sarah, ses doigts volant sur le clavier. L'ancien système attendait un format de date précis, alors que notre intégration en supposait un autre. Lorsque les valeurs du jour et du mois sont toutes deux valides, cela fonctionne bien. Mais aujourd'hui, nous sommes le 13 et le mois 13 n'existe pas dans l'ancien système, ce qui provoque une exception. David ressentit un immense soulagement. Combien de temps pour réparer cela? 20 minutes pour coder le convertisseur de format, 10 minutes pour le tester, 5 minutes pour le déployer. Allez-y. 35 minutes plus tard, le système d'inventaire de Morrison Manufacturing reprenait vie. Les calendriers de production étaient mis à jour. Les employés retournèrent à leur poste, et la crise qui avait menacé de détruire leur réputation devint une note de bas de page dans un projet couronné de succès. Jim Morrison regarda les écrans se remplir de données en temps réel. Son expression passa progressivement de la colère à un respect réticent. « Pas mal », admit-il, même si je continue à penser que 2 heures, c'était trop long. « Monsieur Morrison », dit David avec précaution, « puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Auriez-vous préféré que nous nous précipitions pour trouver une solution qui aurait pu échouer à nouveau pendant le quart de nuit, ou que nous prenions le temps de résoudre le problème correctement ?» Morrison réfléchit, puis acquiesça lentement. « Je comprends votre point de vue, mais la prochaine fois, communiquez mieux. Dites-moi ce que vous faites et pourquoi. » Le silence me rendait nerveux. Alors qu'ils rangeaient leur équipement, Sarah s'approcha de David, le visage marqué à la fois par la fatigue et la satisfaction. C'était intense. « Bienvenue dans le monde du conseil, » répondit David. « Tu as fait du bon travail. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que tu as dit pendant mon entretien, que la pression révèle le caractère. Je voulais m'assurer que le mien valait la peine d'être révélé. » Le trajet de retour vers leur bureau donna à David le temps de réfléchir aux événements de la matinée. La gestion de crise n'était pas une nouveauté pour lui. Il avait déjà géré de nombreuses urgences techniques dans ses emplois précédents. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de protéger sa propre carrière. Il était responsable de quelque chose de plus important, quelque chose dans lequel d'autres personnes avaient placé leurs espoirs. Il trouva Eleanor dans la zone de travail principale, en train de revoir le calendrier du projet avec Marcus, tandis que Sophia colorait à son bureau dans le coin. Il lui avait aménagé un petit espace de travail après l'école, et pendant les vacances scolaires, avec son propre ordinateur équipé de jeux éducatifs et de programmes artistiques. « Comment ça s'est passé ?» demanda Eleanor en levant les yeux de sa tablette. « La crise a été évitée. Les systèmes fonctionnent bien. » Et Morrison, grincheux mais satisfait. Sarah a identifié le problème. Nous l'avons résolu correctement et nous avons tiré des leçons précieuses sur la communication avec les clients. Eleanor sourit. Les crises ont le don de clarifier ce qui est important. Comment va l'équipe? David jeta un coup d'œil autour du bureau à Sarah qui documentait la réparation du matin pour référence future. Marcus mettait à jour les protocoles de réponse aux crises chez Sophia, concentré sur un dessin qui semblait représenter à parts égales des chiens et des immeubles de bureaux. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Ce soir-là, le téléphone de David sonna alors que lui et Sophia rangeaient après le dîner. Le nom de Victoria apparut à l'écran. Hartwell. J'ai entendu parler de Morrison. David marqua une pause, ne sachant pas s'il s'agissait de félicitations ou de condoléances. Les nouvelles vont vite. Jim Morrison et moi jouons au golf ensemble. Il a appelé cet après-midi pour se plaindre de sa matinée, puis il a fini par louer le travail de votre équipe. Oh, il a dit, vous avez gardé votre sang-froid sous la pression et vous avez résolu le problème du premier coup. Il a également dit qu'il recommanderait vos services à 2 autres entreprises. David sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. C'est une bonne nouvelle. C'est plus qu'une bonne nouvelle. C'est la preuve que le concept fonctionne. La voix de Victoria avait une intonation qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. Je te dois des excuses. Pourquoi ? Pour avoir supposé que faire des affaires avec intégrité revenait à faire des affaires de manière médiocre. Sophia leva les yeux de son livre de coloriage, sentant l'importance de la conversation, même si elle ne pouvait pas en suivre les détails. « Excuses acceptées, dit David, mais j'espère que ce n'est que le début. En fait, c'est pour cela que je t'appelle. J'aimerais te proposer quelque chose. » Victoria expliqua son idée au cours des 10 minutes suivantes.
Un partenariat entre leurs entreprises qui permettrait aux employés de Hartwell Industries d'accéder au type d'aménagement de travail flexible que l'entreprise de David était en train de mettre en place dans le cadre d'un programme pilote qui pourrait profiter aux deux organisations tout en testant la possibilité de transposer leurs principes à plus grande échelle. « Qu'en pense Eleanor » demanda David. « Je ne lui en ai pas encore parlé. Je voulais d'abord vous en parler. » « Pourquoi » Victoria resta silencieuse pendant un moment. « Parce que vous aviez raison sur un point. Le jour où vous avez quitté ma salle de réunion, vous avez dit que certaines choses n'étaient pas à vendre. J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que j'essayais d'acheter des choses qui ne peuvent pas s'acheter. La loyauté, le dévouement, le genre d'engagement qui pousse les gens à rester tard au travail, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils se soucient de leur travail. » Sophia avait abandonné son coloriage et écoutait maintenant attentivement la conversation de David, sa curiosité de fillette de 6 ans éveillée par le ton sérieux. « Ces choses-là doivent être méritées, » dit David. « Exactement, c'est pourquoi je veux apprendre comment vous les méritez. » Une fois l'appel terminé, David s'assit à la table de la cuisine pour réfléchir à la conversation, tandis que Sophia retournait à son dessin. Celui-ci avait évolué pendant l'appel téléphonique. Les fenêtres de l'immeuble de bureau étaient désormais remplies de visages souriants, et les chiens ne se contentaient plus de jouer, mais semblaient travailler aux côtés des gens. « Papa, la dame en colère n'est plus en colère. » David réfléchit à la manière d'expliquer la complexité de la transformation de Victoria à une enfant de 6 ans. « Je pense qu'elle apprend qu'être en colère tout le temps est très fatigant, comme quand je suis en colère à l'heure du coucher. Exactement comme ça. » Sophia acquiesça d'un air sage. Peut-être qu'elle a besoin de plus de sommeil. Le lendemain matin, un visiteur surprise arriva. David arriva au bureau et trouva Eleanor et Victoria assises dans la salle de conférence. Leur langage corporel suggérait une conversation à la fois difficile et nécessaire. « David !» Eleanor l'appela lorsqu'elle le vit. « Tu arrives à point nommée. Victoria a une proposition. » Alors que Victoria exposait son idée de partenariat, David observait la dynamique familiale se jouer à travers des gestes subtils et des mots prudents. Des années de désaccords professionnels avaient créé une distance formelle entre la mère et la fille, mais sous la courtoisie professionnelle, il pouvait voir une affection sincère qui luttait pour se réaffirmer. « Le programme pilote commencerait avec notre équipe de développement », expliqua Victoria. 25 personnes qui ont fait pression pour obtenir des arrangements plus flexibles. Nous mettrons en œuvre vos politiques pendant 6 mois et mesurerons les résultats. « Quel genre de résultats ?» demanda David. « La satisfaction des employés, les taux de rétention, les délais de réalisation des projets, les commentaires des clients, tout ce que nous pouvons quantifier. Et si les résultats sont positifs, » Victoria échangea un regard avec Eleanor. « Nous envisagerons alors d'étendre le programme à l'ensemble de l'entreprise. » La réunion s'est prolongée jusqu'à l'après-midi, pendant laquelle ils ont examiné les détails, les structures hiérarchiques, les indicateurs de réussite et les protocoles de communication. Il s'agissait de négociations complexes, rendues encore plus difficiles par l'histoire personnelle entre Victoria et Eleanor. Mais David a été impressionné par la volonté des deux femmes de trouver un terrain d'entente. « Il y a encore une chose », a déclaré Victoria à la fin de la réunion. « Je voudrais proposer un projet commun, quelque chose qui permettrait à nos équipes de travailler ensemble sur un véritable engagement client. » « Quel genre de projet ?» Morrison Manufacturing souhaite étendre son système à 3 usines supplémentaires. C'est un projet suffisamment important pour que nous puissions y affecter du personnel conjointement. Vos collaborateurs s'occuperaient de l'architecture technique, les miens de la mise en œuvre globale. David sentit le poids de l'opportunité et du risque peser sur ses épaules. Le succès validerait tout ce qu'ils avaient construit et ouvrirait la voie à des projets plus importants. L'échec nuirait aux 2 entreprises et mettrait potentiellement fin à leur partenariat avant même qu'il n'ait véritablement commencé. Quand cela commencerait-il ? Le mois prochain, si cela vous intéresse. David regarda autour de lui dans la salle de conférence. Le sourire encourageant d'Eleanor, l'espoir soigneusement maîtrisé de Victoria, les murs où étaient accrochés les dessins architecturaux de Sophia, leurs plans d'affaires et les témoignages de leurs clients. À travers la fenêtre, il pouvait voir Sophia dans la zone de travail principale, enseignant à Sarah comment plier des grues en origami, tandis que Marcus faisait semblant d'avoir besoin d'instructions sur l'art ancien du pliage de papier. « Je suis intéressé, » dit David. « Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? Nous faisons cela à notre manière. Nous ne transigeons pas sur les valeurs qui nous ont amenés ici. Si nous voulons prouver que les affaires peuvent être à la fois rentables et humaines, nous devons rester fidèles à ces principes, même lorsque la pression monte.
Victoria acquiesça lentement. J'espérais que tu dirais ça. Ce soir-là, David et Sophia s'assirent sur l'escalier de secours de leur immeuble, regardant les lumières de la ville scintiller sous leurs pieds. C'était devenu leur rituel lors des jours importants, une occasion de réfléchir aux changements dans leur vie tout en gardant une perspective sur ce qui comptait vraiment. « Papa, est-ce que tout va bien se passer ?» La question le surprit. Sophia ne s'inquiétait plus guère de leur sécurité financière, s'étant adaptée à leur nouvelle stabilité avec la résilience propre à l'enfance. « Pourquoi tu me demandes ça, Miha ? Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tout changeait à nouveau, comme lorsque nous avons quitté notre ancien appartement. David comprenait le partenariat avec Victoria, l'expansion des projets, la complexité croissante de leurs relations commerciales, tout cela représentait un changement, et le changement avait toujours été synonyme de perte dans la jeune vie de Sophia. Tu te souviens de ce que maman disait à propos du changement ? Sophia réfléchit un instant. C'est comme les saisons. Parfois, c'est l'hiver et tout semble mort, mais le printemps arrive toujours si on attend assez longtemps. Et selon toi, dans quelle saison sommes-nous actuellement ? Sophia regarda la ville, réfléchissant à la question avec son sérieux habituel. Le printemps, dit-elle finalement. Sans aucun doute le printemps. Une brise souffla dans l'escalier de secours, apportant avec elle l'odeur de la ville, du café, de l'ambition et de l'espoir. Le parfum complexe de millions de vies qui s'entrecroisent de 1000 façons. Papa. Oui, je pense qu'Elanor et Victoria vont s'en sortir aussi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elles se regardent comme toi et maman vous regardiez quand vous pensiez que je ne vous voyais pas. Comme si elles s'aimaient, mais avaient oublié comment le montrer. La vérité sort de la bouche des enfants. David serra la main de sa fille. Émerveillé par sa capacité à voir au-delà des complications créées par les adultes pour découvrir les vérités simples qui se cachèrent derrière. En dessous d'eux, la ville bourdonnait au rythme incessant du commerce et des relations, de l'ambition et de l'affection. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, des gens faisaient des choix sur ce qui comptait le plus, le succès ou l'intégrité, le profit ou les principes, le gain rapide ou la vision à long terme. Alors qu'ils remontaient par la fenêtre et commençaient leur routine nocturne de pyjama et d'histoire avant de se coucher, David ressentit la satisfaction tranquille de savoir qu'ils avaient fait le bon choix. Le chemin qui les attendait leur apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de réussite ou d'échec. Mais ils affronteraient tout ce qui se présenterait avec leurs valeurs intactes et leurs relations solides. Et parfois, c'était la seule victoire qui comptait vraiment. 3 mois après le lancement du projet d'expansion conjoint avec Morrison, David apprit que le succès pouvait être plus compliqué que l'échec. Les 3 usines de fabrication supplémentaires étaient mises en service avant la date prévue. Le taux de satisfaction des employés de Hartwell Industries avait bondi de 23% depuis la mise en œuvre des politiques de travail flexibles. 2 concurrents majeurs avaient pris contact pour obtenir une licence pour leur protocole d'intégration. À tous les égards, leur expérience en matière de pratiques commerciales humaines dépassait leurs projections les plus optimistes. Mais le succès apportait la visibilité, et la visibilité apportait des complications. David se tenait dans la salle du conseil d'administration de Hartwell Industries, la même où Victoria l'avait humilié 7 mois plus tôt, face à une salle remplie de cadres venus du siège social. Leurs questions étaient incisives, leur scepticisme à peine dissimulé derrière leur courtoisie professionnelle. « Monsieur Martinez, dit une femme aux cheveux grisâciés et au regard prédateur, ces politiques de flexibilité que vous avez mises en place, comment savoir si elles sont évolutives ? Ce qui fonctionne pour 25 employés pourrait s'effondrer sous le poids de 2500. Nous suivons les indicateurs de productivité de toutes les équipes participantes, répondit David d'une voix calme. Les performances se sont améliorées dans toutes les catégories mesurables. Des améliorations à court terme peut-être, mais qu'en est-il de la durabilité à long terme ? Que se passera-t-il lorsque les employés commenceront à profiter de vos accommodements ? Le mot « accommodement » était chargé d'un mépris qui rappela à David, avec un certain malaise, sa première rencontre avec Victoria. Il jeta un coup d'œil vers elle, assise à l'autre bout de la table. Son expression était soigneusement neutre, mais il perçut une lueur, peut-être de soutien ou de frustration partagée. D'après notre expérience, dit David, les employés qui se sentent respectés et en qui on a confiance sont moins susceptibles de profiter de cette confiance, et non l'inverse. Un autre cadre, plus jeune, dont l'énergie agressive suggérait une promotion récente, se pencha en avant. C'est une belle philosophie, mais les affaires ne fonctionnent pas sur la confiance. Elles fonctionnent sur la responsabilité. Comment mesurez-vous la responsabilité lorsque les gens travaillent à domicile 3 jours par semaine ?
Eleanor prit la parole pour la première fois depuis le début de la réunion. Nous devrions peut-être poser cette question à Jim Morrison. Ces chiffres de productivité parlent d'eux-mêmes. Jim Morrison dirige une entreprise manufacturière, avec des ouvriers, des contrats syndicaux, des structures traditionnelles. C'est tout à fait différent de la gestion de travailleurs du savoir. David sentit sa patience s'effriter. C'étaient les mêmes arguments qu'il entendait sous différentes formes depuis des mois. L'hypothèse selon laquelle bien traiter les gens était en quelque sorte incompatible avec la gestion d'une entreprise rentable. « Avec tout le respect que je vous dois, dit-il, je pense que vous créez un faux choix. L'idée selon laquelle nous devons choisir entre bien traiter nos employés et obtenir des résultats commerciaux suppose que les gens sont fondamentalement paresseux ou malhonnêtes. Mon expérience suggère le contraire. La femme aux cheveux gris acier a souri sans chaleur. Votre expérience est limitée, monsieur Martinez. Vous dirigez votre entreprise depuis moins d'1 an. Certains d'entre nous gèrent des équipes depuis des décennies. Cette condescendance était exprimée avec une précision chirurgicale, destinée à diminuer sa crédibilité tout en conservant une dénégation plausible. David reconnut cette technique qu'il avait vue utilisée contre des entrepreneurs, des fournisseurs, toute personne qui n'avait pas le pédigree nécessaire pour inspirer automatiquement le respect. « Vous avez raison, dit David calmement. Mon expérience dans la direction d'une entreprise est limitée, mais mon expérience en tant qu'employé s'étend sur 15 ans. Je sais ce que c'est que de devoir choisir entre la pièce de théâtre de mon enfant et une réunion avec un client. Je sais ce que c'est que de travailler pour des gens qui considèrent la flexibilité comme une faiblesse et la loyauté comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à mériter. » La salle est devenue silencieuse. David pouvait sentir le regard de Victoria posé sur lui, évaluant sa réaction face à la pression. « Je sais aussi, a-t-il poursuivi, que le meilleur travail que j'ai jamais accompli, c'est quand je me sentais soutenu plutôt que surveillé. Lorsque j'ai fait confiance à mon employeur pour me traiter comme un être humain plutôt que comme une ressource à optimiser, le jeune cadre s'est calé dans son fauteuil. C'est un témoignage personnel touchant, mais les décisions commerciales ne peuvent pas être basées sur des sentiments, n'est-ce pas ? La voix d'Eleanor a coupé la tension comme une lame. Parce que le trimestre dernier, les équipes qui ont appliqué les politiques de David ont enregistré un taux de rotation du personnel plus faible, des scores de satisfaction client plus élevés et ont dépassé leurs objectifs de livraison de 8% en moyenne. Un trimestre ne suffit pas à établir une tendance, pas plus que des décennies d'hypothèses sur ce qui motive les gens. La réunion s'est poursuivie pendant 1 heure, mais David sentait que les lignes de bataille se durcissaient. Les cadres du siège social considéraient leur programme pilote comme un dangereux précédent, prouvant que les employés pourraient exiger un meilleur traitement dans toute l'organisation. Ils étaient là pour contenir l'expérience, pas pour l'étendre. Alors que la salle se vidait, Victoria s'est approchée de David avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. C'était bien joué. Vraiment ? J'avais l'impression de parler une langue étrangère. Vous parliez le langage qui consiste à traiter les gens comme des personnes et non comme des centres de profit. Victoria marqua une pause. Ce n'est pas une langue que mes collègues parlent couramment. Cela va-t-il mettre fin au partenariat ? Victoria jeta un coup d'œil vers la porte où les autres cadres avaient disparu, probablement déjà en train de préparer leur rapport au conseil d'administration. C'est possible. Mais David, oui, je suis content que tu n'aies pas reculé. Ce soir-là, David se retrouva dans la situation inhabituelle d'avoir à expliquer la politique d'entreprise à une enfant de 7 ans. Sophia écouta avec toute l'attention qu'elle accordait aux sujets importants pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble. Donc, les hommes d'affaires en colère n'aiment pas que la société de papa soit gentille avec les gens. C'est plus compliqué que ça, Miha. Ils ont peur que la gentillesse coûte trop cher. Sophia réfléchit à cela tout en mesurant soigneusement les pâtes dans l'eau bouillante. Mais papa, si tu es méchant avec les gens, ils ne partent pas parfois ? Et ensuite, tu ne dois pas trouver de nouvelles personnes et leur apprendre tout ? Oui, on dirait que cela coûterait plus cher que d'être gentil dès le départ. David s'interrompit dans sa découpe des légumes, frappé par l'élégante simplicité de son raisonnement. Tu sais quoi, Miha ? Tu as tout à fait raison. Je peux le dire aux hommes d'affaires en colère, je pense qu'ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Le lendemain matin, David reçut une nouvelle qu'il attendait, mais qu'il espérait éviter. Elaner l'appela alors qu'il déposait Sophia à l'école. La réunion du conseil d'administration a lieu aujourd'hui. Victoria s'envole pour New York afin de présenter nos résultats et de défendre le partenariat. Quelles sont nos chances ? Honnêtement, je ne sais pas. Les chiffres sont en notre faveur, mais les chiffres ne suffisent pas toujours pour gagner ce genre de bataille. David passa la journée à essayer de se concentrer sur son travail,
tandis que son téléphone restait obstinément silencieux. Sarah et Marcus sentirent de la tension et lui offrirent leurs encouragements et leur soutien, tout en se préparant à la possibilité que leur partenariat avec Hartwell Industries prenne fin avant même d'avoir vraiment commencé. Victoria appela à 18h47. C'est fait. Le cœur de David se serra. Ils avaient mis fin au partenariat. Non, ils l'ont élargi. Pendant un instant, David n'a pas compris ce qu'elle disait. Quoi ? Ils mettent en place des politiques de travail flexibles dans toutes leurs opérations en Amérique du Nord. 6000 employés. Ils veulent que vous supervisiez le déploiement. David s'est affalé dans son fauteuil, essayant de comprendre l'ampleur de ce que Victoria venait de lui dire. Comment ? Je pensais qu'ils étaient prêts à nous fermer. Ils l'étaient jusqu'à ce que je leur présente les chiffres réels. Victoria expliqua ce qui s'était passé dans la salle de réunion, 12 étages au-dessus de Wall Street. L'analyse détaillée qu'elle avait préparée, les calculs coûts-bénéfices qui prouvaient que leur modèle n'était pas seulement humain, mais aussi rentable. Les témoignages des clients, les statistiques de fidélisation, les gains de productivité qui ne pouvaient être considérés comme du bruit statistique. Mais le véritable tournant, dit Victoria, ce fut lorsque le PDG m'a demandé directement si je pensais que cette approche fonctionnerait à long terme. Que lui avez-vous répondu ? Je lui ai parlé de ma mère qui a créé une entreprise tout en élevant seule 5 enfants, du fait que j'ai appris que le succès impliquait des sacrifices, que se soucier des gens était un luxe que les entreprises prospères ne pouvaient pas se permettre. La voix de Victoria s'est adoucie, puis je lui ai raconté comment je vous avais vu refuser une offre d'emploi parce que vous refusiez de compromettre vos principes et comment j'avais vu ce qui se passait quand quelqu'un construisait une entreprise basée sur la confiance plutôt que sur la peur. Et je lui ai dit que pour la première fois de ma carrière, j'avais envie de venir travailler chaque matin plutôt que de me sentir obligé de le faire. L'appel s'est terminé par la promesse de discuter des détails de la mise en œuvre dans les jours à venir. David était assis dans son bureau vide, tandis que les lumières de la ville commençaient à scintiller derrière sa fenêtre, essayant d'assimiler la réalité de ce qu'ils avaient accompli. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Sophia. « Madame Chen a préparé des tacos pour le dîner. Rentre vite à la maison. » L'emoji en forme de cœur était une nouveauté dans son vocabulaire SMS. Elle l'utilisait avec la précision stratégique de quelqu'un qui comprend que de petits gestes d'affection peuvent transformer des moments ordinaires en quelque chose de spécial. David rassembla ses affaires et se dirigea vers le métro. Son esprit était déjà passé de la victoire qu'il venait de remporter au défi qui les attendait. Il ne serait pas facile d'étendre leurs principes à 6000 employés. Il faudrait convaincre les sceptiques, mettre en place des systèmes, prendre d'innombrables petites décisions qui renforceraient leurs valeurs ou les éroderaient lentement. Mais alors qu'il marchait dans les rues familières qui le ramenaient chez lui, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis les premiers jours de son mariage avec Maria, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui pourrait réellement rendre le monde un peu meilleur. Il trouva Sophia et Madame Prams dans la cuisine, la femme plus âgée enseignant à sa fille les subtilités de la préparation des tacos, tandis que la radio diffusait doucement de la musique espagnole à la guitare. « Papa !» Sophia se jeta dans ses bras avec un enthousiasme qui ne manquait jamais de lui rappeler pourquoi toutes les réunions d'entreprise et les partenariats commerciaux importaient bien moins que ce moment. « Bonne journée au travail, Miho ?» demanda Madame Chen, les yeux pétillants de la sagesse de quelqu'un qui avait élevé 6 enfants et comprenait la hiérarchie des priorités dans la vie. Très bonne journée. Alors qu'ils étaient assis autour de la petite table de la cuisine, partageant des tacos et des anecdotes sur leurs journées respectives, David ressentit une profonde satisfaction à l'idée d'avoir trouvé le moyen d'être à la fois un bon père et un homme d'affaires prospère. Cela n'avait pas été facile, et rien n'était garanti, mais ils avaient prouvé que c'était possible. Sophia était en train de décrire une négociation élaborée dans la cour de récréation impliquant des balançoires, des toboggans et la dynamique sociale complexe de la 2e année lorsque le téléphone de David sonna. Le nom d'Eleanor apparut à l'écran. « Je devrais répondre, Mija, mais continue à me raconter la politique de la cour de récréation, David. » La voix d'Eleanor était empreinte d'une chaleur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Je voulais t'appeler avant que tu ne le voies dans les nouvelles de demain. » « Voir quoi ?» Victoria a annoncé aujourd'hui sa démission en tant que PDG. Elle lance son propre cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux entreprises pour la mise en œuvre de politiques humaines sur le lieu de travail. David sentit son monde basculer légèrement. Elle quitte Hartwell Industries. Elle abandonne l'ancienne façon de faire des affaires. Il y a une différence. Pendant qu'Eleanor expliquait le plan de transition de Victoria
et la réaction étonnamment favorable du conseil d'administration, David regardait Sofia montrer la bonne méthode pour empêcher la garniture des tacos de s'échapper de la tortilla. Sa technique impliquait une ingénierie minutieuse et une construction patiente, des principes qui semblaient étrangement applicables à la construction d'un monde des affaires plus humain. « Il y a encore une chose », a dit Eleanor. « Victoria m'a demandé de te poser une question. Laquelle ? Elle veut savoir si tu envisagerais un partenariat. Pas que ton entreprise travaille pour la sienne, mais quelque chose d'égal, quelque chose construit à partir de zéro pour prouver que les affaires peuvent être à la fois rentables et humaines. » David regarda autour de lui dans sa cuisine. Les devoirs de Sofia étalés sur le comptoir, Madame Chen qui nettoyait tranquillement la vaisselle du dîner, les photos sur le réfrigérateur qui immortalisaient la joie quotidienne de leur nouvelle vie. Puis-je y réfléchir ? Bien sûr. Mais David, quelle que soit votre décision, sachez que vous avez déjà changé plus que vous ne le pensez. Les répercussions de ce que vous avez commencé vont s'étendre plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. Après avoir raccroché, David aida Sofia à faire ses devoirs de mathématiques pendant que Madame Chen finissait dans la cuisine. Les problèmes étaient de simples additions et soustractions, les bases de la culture mathématique. Mais Sofia les abordait avec la même attention minutieuse qu'elle accordait à tout le reste. « Papa, dit-elle, alors qu'il travaillait sur un problème particulièrement difficile. Vas-tu travailler avec Eleanor et Victoria sur quelque chose de nouveau ? Peut-être. Qu'en penses-tu ? Sofia mâchouilla la gomme de son crayon, réfléchissant à la question avec le sérieux qu'elle réservait aux décisions importantes. Je pense que maman aimerait que tu aides les gens à être plus gentils, les uns avec les autres, au travail. Cette remarque frappa David avec une force inattendue. Au cours de toutes les réunions d'affaires et discussions stratégiques, il avait en quelque sorte perdu de vue la simple vérité qui était au cœur de tout ce qu'il construisait. Ils aidaient les gens à être plus gentils les uns avec les autres. Ce n'était ni révolutionnaire, ni complexe, ni théoriquement sophistiqué. C'était simplement l'acte radical de traiter les gens comme des êtres humains, plutôt que comme des ressources à optimiser. Tu sais quoi, Miha ? Je pense que tu as raison. Alors qu'ils terminaient leurs devoirs et commençaient la routine nocturne des bains et des histoires avant de se coucher, David ressentit la satisfaction tranquille de savoir que le lendemain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles occasions de prouver que la gentillesse n'était pas une faiblesse dans le monde des affaires. C'était une force qui avait été sous-estimée pendant trop longtemps. L'histoire du soir était l'un des contes préférés de Sofia, celui de Tissa, qui raconte l'histoire d'un jardin où différentes fleurs apprennent à pousser ensemble, partageant le soleil et la pluie, créant quelque chose de plus beau que chacune d'entre elles ne pourrait réaliser seule. En lisant ces mots familiers, David réalisa que c'était aussi l'histoire qu'ils avaient vécue au cours de l'année écoulée. L'histoire de la façon dont des étrangers pouvaient devenir des partenaires, dont des concurrents pouvaient en devenir des collaborateurs, dont le simple fait de refuser de compromettre ses principes pouvait créer des répercussions qui changeaient tout. Lorsque l'histoire se termina et que Sofia fut installée dans son lit, entourée de ses peluches protectrices, elle leva les yeux vers lui avec l'expression solennelle qui précédait ses questions les plus importantes. « Papa, allons-nous aider plus de gens maintenant ? Je pense que oui, Mija. Tant mieux. Le monde a besoin de plus d'aide. » David embrassa son front et éteignit la lumière, la laissant à ses rêves d'enfant qui croyait que le monde pouvait être plus gentil qu'il n'y paraissait. Dans le calme de sa chambre, David regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait sous leurs yeux comme une constellation de possibilités. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, des gens faisaient des choix sur la façon de se traiter les uns les autres, d'équilibrer profit et principe, de construire quelque chose qui valait la peine d'y croire. Demain apporterait de nouvelles décisions, de nouveaux défis, de nouvelles occasions de prouver que les affaires pouvaient être une force positive dans le monde. Mais ce soir-là, dans le calme de leur petit appartement, où l'amour avait été reconstruit jour après jour, avec patience, David Martinez ressentait une profonde satisfaction, sachant qu'ils étaient exactement là où ils devaient être.